Bonsoir, ici Michaël Jean. Mon invité ce soir est une tête chercheuse de contes et de légendes. Histoires d'animaux, de fantômes et de revenants, contes des origines, récits historiques tissés avec émotion au fil d'une tradition orale et d'une mémoire qui se perdent au Québec dans la plus grande indifférence, nous dira Cécile Gagnon. Vaincre cette indifférence, lutter contre l'oubli, eh bien c'est devenu sa raison de vivre et avec une urgence d'écrire, elle nous rapporte de façon très personnelle toutes ces voix, toutes ces existences d'hommes et de femmes qui ont fait naître les villes et les régions du Québec dans des conditions qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Cécile Gagnon a retracé une partie de cet héritage dans 2 romans, Le chemin Kenogami et Un arbre devant ma porte. Elle est aussi une pionnière, il faut le dire, de la littérature jeunesse. C'est un autre de ses combats. Elle croit à la nécessité de stimuler l'imagination des enfants, de leur transmettre des rêveries qui traversent le temps. Depuis les années 60, elle aura produit une centaine d'ouvrages pour les jeunes, fiction et documentaires, publiés également en France, en Suisse et en Belgique. Cécile Gagnon, bonsoir. Bonsoir. Je pourrais continuer longtemps comme ça sur tout ce que vous avez réalisé, qu'on pense à des spectacles de conteurs sur scène, du théâtre pour enfants, des ateliers d'écriture que vous animez. Mais mon sentiment, vous me direz si c'est juste, c'est que c'est toujours une même quête qui vous anime dans toute cette agitation. Tout à fait. Vous vous lancez sur les sentiers de l'imagination, des sentiers d'hier et ceux d'aujourd'hui. C'est un peu ça? C'est un peu ça, et presque, si je veux amplifier, c'est presque une quête d'identité et de sens. Et ça tient à mon éducation, peut-être au fait que je suis née dans la plus jolie ville du Québec, je le dis souvent, à Québec, qui est une terre d'histoire. C'est là que nous avons pris naissance, en quelque sorte. Et je pense que j'ai été alimentée depuis ma tendre enfance par tout ce qui est derrière le paysage, tous ces personnages qui nous ont façonnés. Et puis, j'ai jamais abandonné le besoin de passer ces messages aux jeunes d'aujourd'hui, qui sont maintenant grands, parce que ça fait 30 ans que je suis dans le métier, parce qu'on oublie cet apport extraordinaire de notre patrimoine, qu'il soit oral, qu'il soit de tout autre ordre. On oublie ça et on veut toujours s'en aller dans la modernité, mais il faut quand même retomber dans ses racines. Savoir d'où l'on vient. Une de mes marottes, oui. retrouver ses racines. J'aime bien cette image quand vous dites ce qui me fascine, ce que je cherche, c'est ce qui est derrière le paysage. Et pour faire ça, vous avez vraiment arpenté le Québec. Je le disais, une tête chercheuse, je vous vois vraiment comme ça. Et vous avez trouvé des trésors, des légendes, des contes. Ils existent partout. Et il y a beaucoup d'autres gens, beaucoup plus outillés que moi, qui en ont fait une carrière. Je pense aux archives de folklore de l'Université Laval. Je pense à Marius Barbeau, qui a été un des premiers ethnologues, folkloriste. Edmond Massicotte à Montréal. Enfin, il y a des tas de gens, Luc Lacourcière, qui ont repris ces contes. Mais c'est resté dans des cadres, je dirais, sans mépris, universitaires. Et bon, il faut déjà avoir un certain bagage pour apprécier ces récits, ces histoires, ces anecdotes. Il y a des comptines, il y a des complaintes, il y a des chansons. De ces perles-là que vous avez tellement aimé, que vous nous avez rendu quand même 1000 ans de contes. 1000 ans, oui, c'est un peu prétentieux, n'est-ce pas? Mais c'est que le patrimoine oral québécois, il vient évidemment de France, mais pas seulement de France, il vient aussi de l'apport amérindien et il vient de toutes sortes de mélanges de cultures. Il y avait des Polonais, il y avait des gens d'Allemagne, il y avait des Italiens et qui ont enjolivé, si on peut dire, nos histoires. Mais elles font partie aujourd'hui de notre histoire et de notre patrimoine. Et je trouve ça dommage qu'on les mette de côté parce que, dit-on, aux enseignants, c'est désuet. Et ce n'est jamais désuet, parce que c'est plein de vérités. Bien sûr, il y a des anecdotes, il y a des contextes qui ne ressemblent pas à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais les enfants ne sont pas bêtes, hein. Ils comprennent très, très bien. Mais puisque vous les avez tellement explorés, tous ces contes, tout ce patrimoine-là de légendes, ce serait bien que vous nous disiez quelle fonction ça avait,
toute cette prise de parole pour les gens autrefois? Bien, premièrement, imaginez autrefois qu'on n'avait pas les moyens de communication, téléphone, télévision, Internet. Bon, la parole était la chose la plus extraordinaire. Quand on s'ennuyait, on se racontait des histoires. J'ai même pas besoin de vous rappeler la fonction des contes dans les camps de bûcherons, où nos ancêtres, pas si lointains, passaient des hivers entiers tout seuls, une gang de gars tout seuls, pas de boisson, hein? Qu'est-ce qu'il restait à faire? Eh bien, ils se racontaient des histoires, puis ils devaient en inventer par bout. Et tout ça, ça nous est venu par la parole, bien sûr, mais il y a des gens qui ont commencé à se dire que c'était trop beau, trop savoureux, trop comique, trop merveilleux. Il fallait le mettre par écrit. Alors, il y a des journalistes qui les ont écrits dans des almanachs, dans des gazettes. Que vous avez ça a pris toutes sortes de formes. Mais ça n'existe pas une parole figée, parce que dans certaines circonstances, elle prenait telle allure, dans une autre, elle en prenait une autre. Et moi, j'ai fait la même chose. J'ai réécrit certains contes qui sont considérés comme des classiques, mais ils sont considérés comme des classiques parce qu'on les a lus comme ça en 1920 ou je ne sais pas quoi, mais on peut les modifier, oui. Ça fait partie de tout notre bagage. D'ailleurs, ce que vous dites en quatrième de couverture, vous dites ce sont des histoires d'autrefois, de toujours et de maintenant. Bien sûr, c'est de maintenant. Des histoires pour quand on est petit, pour quand on est plus grand, des légendes, des contes merveilleux. Donc c'est encore pour aujourd'hui, tout ça. C'est pour aujourd'hui parce que, en plus, dans les contextes particuliers, je pense à la fameuse légende de Rose la Tulipe qui va danser avant le Mardi Gras et elle ne s'arrête pas le mercredi et se fait emporter par le diable. Écoutez, on n'a plus de diable aujourd'hui, il n'y a plus d'interdiction du mercredi décembre, les enfants ne savent à peu près pas de quoi on parle, mais ils comprennent quand même tout de suite qu'il y a un interdit et il y a un personnage maléfique qui t'entraîne dans des choses effrayantes. Bon, aujourd'hui, on appellera ça une histoire d'horreur, mais c'est universel et contemporain tout ça, parce que ça parle à l'âme humaine, qu'elle soit celle d'un enfant ou d'un vieillard. Et dans ce que vous appelez votre marotte là, sur l'identité, retrouver les racines, il y a ces deux romans. Oui. Qui, dans le fond, moi j'ai trouvé, se rapportent à une même histoire. Moi, ce que j'ai vu, c'est un exil intérieur, la migration intérieure de toutes ces familles que vous racontez, là, qui quittaient la région de Charlevoix pour aller ouvrir le Saguenay, pour aller bâtir le Saguenay, oui, mais dans des conditions. Oui, mais justement, le désir de raconter ça, c'est né en premier d'écrire cette histoire pour les jeunes. Et emporté par ma plume, ça a fini par faire 2 romans consistants qui sont devenus des romans pour adultes, entre guillemets. Mais au fond, c'est aux jeunes que je veux raconter cette histoire. Et c'est pourquoi j'ai repris le premier roman et j'en ai fait une version pour jeunes qui est publiée là, maintenant dans une collection en France, parce que l'histoire des pionniers, est-ce qu'on la raconte aujourd'hui dans les écoles? Non, on raconte les grandes sociétés au Saguenay, l'Alcan, etc., mais les gens ordinaires, c'est eux qui ont bâti ce pays. Et pourquoi j'ai choisi le lac Saint-Jean? C'est que je l'ai connu par mon mari, mais c'est aussi parce que j'y ai découvert des paysages absolument incroyables et saisissants. Et j'ai fait la connaissance de descendants de ces personnes qui sont parties à pied avec leurs vaches et leurs 3 enfants qui sont arrivés dans une forêt. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Complètement isolés, complètement isolés. Isolés parce que, justement, le premier roman s'appelle Le chemin Kenogami parce qu'on essayait d'obtenir un peu d'argent pour tracer un chemin. Il n'y en avait pas de chemin. Donc, tout se faisait à pied. Et la petite fille qui cherche des copains qui voudraient aller voir ses amis dans un autre canton, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle finit par y aller l'hiver, parce qu'en hiver, c'était moins pénible, il n'y avait pas de boue, il n'y avait rien, et elle va en raquette pendant des kilomètres. Et ces gens-là quittaient la région de Charlevoix, où là, il y avait des communautés bien établies, il y avait une vie sociale. Attention, Michael, je vous corrige tout de suite.
Justement, le lac Saint-Jean, ce ne sont pas les gens de Charlevoix qui l'ont fondé, ce sont des gens de la côte du Sud, Lillette, Kamouraska, Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les gens de Charlevoix, avant eux, étaient installés au Saguenay. Mais le lac Saint-Jean, c'est les gens de la côte du Sud qui ont une autre façon d'être. Bien sûr, tout ça s'est mélangé à la fin du 19e parce que les communautés se sont rejointes. Mais le lac Saint-Jean, c'est pas la même chose que le Saguenay. Vous savez très bien comme moi. Il ne faut pas dire à quelqu'un du Saguenay qui vient du lac, ni à quelqu'un du lac qui vient du Saguenay. Ni à quelqu'un du Témiscamingue qui vient de l'Abitibi. Mais ça vient de là, justement. Et il y a une racine profonde pour ça. Et les gens étaient différents. C'est ça. Et leur fierté s'exprimait. Il n'y avait rien d'homogène, là. C'est ça. Non. Chacun avait ses caractères, ses paysages aussi. Ça, c'est beau quand vous dites ça. Parce que ceux qui arrivent au lac Saint-Jean et qui se retrouvent entourés de forêts venaient d'autre chose. Venaient des bords du fleuve. Donc moi, j'ai été élevée devant le fleuve Saint-Laurent. Je sais, ça m'a rentré dans les yeux, dans le crâne, dans l'âme. Je suis faite avec le fleuve Saint-Laurent dans mon cœur. Et pour un enfant qui est né au bord du fleuve, se retrouver dans la forêt, sans horizon, le jour où elle voit le lac Saint-Jean, qui est extraordinaire, disons-le, on ne voit pas l'autre côté, c'est comme la mer. Là, elle retrouve cette espèce d'euphorie qui fait qu'elle se retrouve en elle-même, en quelque part. Parlez-moi de Georgina, parce que Georgina, c'est vraiment un récit au féminin. Et on sent que Georgina, c'est un peu vous, mais c'est en même temps... moi. C'est très vous. Et en même temps, c'est une femme qui témoigne aussi du désir d'émancipation peut-être des femmes à l'époque, chose qu'on a un peu gardée sous silence. On a gardé sous silence parce que ça faisait l'affaire de tout le monde. Mais maintenant, il faut quand même que je dise que j'ai écrit ces romans depuis 1991, aujourd'hui, donc avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai tenté par tous les moyens de me remettre dans l'ambiance du temps, en me disant que sûrement parmi toutes ces femmes plus ou moins brimées, à qui on ne donnait pas la parole, vous savez très bien, les assemblées, les communautés, les commissions scolaires, les mairies, c'était les hommes qui s'occupaient de ça. Toutes ces femmes, si elles ne se sont pas exprimées, ont pensé tout ce que Georgina pense et écrit et dit. Et alors c'est un peu pour rendre hommage à cette lignée de pionnières dont je me sens tout à fait héritière, que j'ai voulu mettre dans sa bouche des paroles que jamais on vous a dit, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère a dit ça et a fait ça. Mais je pense vraiment que c'est ça qui s'est passé. Parce que le fait aussi que ces femmes-là soient sorties de la pression sociale, qu'elles se retrouvent isolées au fond du bois et pionnières devant aussi, à force de bras à bâtir, ça devait forcément avoir un effet sur leur donner un peu de liberté de penser. Ben, ils étaient obligés d'aller avec ce qui se présentait et se trouver des solutions par ingéniosité. Elles restaient seules aussi, les hommes partaient dans le bois. Oui, mais parfois les hommes étaient là aussi, mais le pire, je pense, pour ces femmes, c'était de faire accepter aux hommes qu'elles pouvaient faire toutes ces choses que Georgina finit par faire, diriger une entreprise et puis même aller à Québec pour voir le député. Je crois que ce n'était pas courant. Mais j'aime à penser que dans mes ancêtres, il y en a qui étaient comme elle. Et je suis certaine qu'il y en avait.